promis, nous reprenons les débats avec cette deuxième séquence intitulée Qui paye quoi? Et on a 6 intervenants, vous en voyez que 5 sur scène, ça n'est pas une erreur. Le 6e sera tout à l'heure en duplex de Lyon. C'est Bruno Bernard, président du Citral, qui viendra nous parler, j'allais dire du modèle lyonnais, en tout cas avec des chiffres assez intéressants, notamment concernant le taux de couverture. Alors dans cette table ronde, dans cette séquence, Marc Pellissier, alors pour vous, de gauche à droite, Marc Pellissier, qui est président de la FNOT Île-de-France. Merci Marc d'être avec nous et nous dira comment les usagers envisagent cette question délicate de leur participation financière au transport en Île-de-France. Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, acteur économique essentiel. Ce sera très intéressant aussi d'avoir votre appréciation de la façon dont les transports sont financés dans la région. Thierry Coquille, vous êtes, j'allais dire, le nouveau directeur général de la DGITM, la Direction générale des transports d'infrastructure et de la mer. Et, non, pas de la mer, pardon. Voilà. La mer, c'était. Excusez-moi, et vous nous direz comment vous... Des mobilités, voilà. Et vous nous direz comment vous voyez cette question. Olivier Capitagno, vous êtes président du département du Val-de-Marne, département très concerné par les futures offres, notamment avec la ligne 15. Et puis Philippe Tabarot, sénateur bien connu pour son expertise en matière de transport et de mobilité. Je voudrais commencer avec vous, Thierry Coquille, avec quelques éléments qui nous permettent de bien comprendre les enjeux de ces financements. Et vous nous avez préparé 2 petits slides pour bien fixer les choses. Je vous laisse la parole pendant quelques instants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités. Et il y a quelques mois, effectivement, la mer était dans cet ensemble. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, vous aviez aussi raison. Alors, qui finance quoi? Alors, je vais peut-être proposer que la première diapo apparaisse. Peut-être dire, avant de commenter ces chiffres, qu'est-ce que ça représente finalement les transports en Île-de-France? C'est presque 12 milliards d'euros, donc c'est effectivement considérable. Et peut-être pour se rapporter à ce que ça représente à l'échelle nationale, c'est plus de la moitié en fait des transports collectifs en France, pour, comme vous le savez, à peu près 20% de la population des emplois. Donc l'Île-de-France, c'est quand même une situation très particulière, et une situation très particulière aussi du fait de l'échelle, puisque c'est à la fois, vous le savez, urbain, mais aussi régional, et donc de fait une autorité organisatrice tout à fait particulière. Pour rajouter peut-être dans le panorama général, avant d'aller dans le détail des chiffres, dire aussi que le temps passé, quand on parle de budget, finalement le budget temps du francilien est aussi plus important que le budget temps du français moyen. Et effectivement, c'est à peu près 50% de plus de temps passé dans les transports qu'ailleurs. Et aussi d'ailleurs que le budget tout court transport collectif est beaucoup plus important ici, évidemment, que le budget automobile, et que le taux de motorisation individuelle, et c'est très bien, est plus faible en Île-de-France. Et donc, ce budget que vous voyez devant vous, donc réparti à 48% pris en charge par le versement mobilité par les employeurs. Alors ce 48%, finalement, c'est assez proche de ce qu'on trouve sur les autres réseaux en province. On est à peu près dans ces ordres-là, même si le taux de versement de mobilité est un petit peu supérieur en Île-de-France par rapport à ce qu'il est. Il y a une plus large finalement frange de taux en province, où on ne va que jusqu'à 2,5%, alors qu'en Île-de-France, on peut aller à 2,95%. Et tout simplement parce que d'ailleurs, l'offre est quand même considérablement, je l'ai dit, plus importante. Mais globalement, c'est à peu près le même volume, effectivement, en province. Deuxièmement, les usagers, donc 33%. Là, c'est à peu près, pour le coup, le double de ce que sont les apports des contributions usagers en province, sachant que quand on dit usagers, je sais que mon voisin de droite ne tardera pas à dire qu'en fait, il y en a une partie, en réalité, qui est payée par les entreprises dans le cadre des abonnements travail que vous connaissez tous. Et la moitié, effectivement.
Alors, ce qui ne correspond pas tout à fait à la moitié de ça, puisqu'il n'y a pas dans ces 33% que les abonnements de travail, mais effectivement, c'est une part importante. Ensuite, troisième part, les concours publics. Et donc là, il s'agit d'ailleurs des contributions statutaires des collectivités locales. Et là, si on se compare à la province, c'est à l'inverse pratiquement la moitié de ce qu'on a sur la majorité des AO de province. Alors là aussi, il faudrait, pour aller plus loin et dire la pertinence de ces comparaisons, voir ce qu'est évidemment la part des transports dans les budgets des collectivités et de voir aussi ce qu'est la pression, entre guillemets, fiscale, d'une certaine façon, en tout cas des budgets des collectivités par rapport à l'économie et aux habitants de ces régions. Donc il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Une fois qu'on a dit ça, ce que je voudrais dire, évidemment, c'est que le sujet du manque, finalement... alors, pardon, peut-être me présenter la deuxième diapo, avant de passer à la deuxième partie de mon propos. Oui, c'est que sur les tarifs, j'avais oublié de le dire, en fait, les tarifs en Île-de-France sont plutôt, finalement, dans la frange moyenne-basse, très honnêtement, des tarifs à l'échelle européenne, et surtout quand on compare à l'offre, parce que si vous faisiez une analyse assez précise de ce que sont les tarifs en fonction de la taille des agglomérations, effectivement, en général, plus les agglomérations sont grandes, plus les tarifs sont élevés, tout simplement parce qu'il est difficile d'avoir accès à d'autres, en réalité, moyens de transport, et que dans une petite ville, si vous mettez des tarifs importants, il n'y aura personne dans les transports collectifs. Le sujet du financement des transports en Île-de-France est évidemment un sujet fondamental. Ça a déjà été dit lors de la première table ronde. Le sujet du développement en était la première raison quand il y a eu les rapports qui ont été produits il y a de ça 2 ou 3 ans. Et ce développement, ça a été dit, il est considérable dans les prochaines années. Le développement, évidemment, ça n'est pas l'unique raison. Il a été aussi clairement question de la crise sanitaire. Vous le savez que ça a effectivement beaucoup fait baisser les recettes et les fréquentations, puisque au-delà de la crise sanitaire, à l'instant, je dirais, enfin 2020 et 2021, il y a aussi eu derrière un changement finalement des mobilités. D'abord, évidemment, beaucoup plus de télétravail, vous le savez tous. Aussi un certain nombre de départs, d'ailleurs, en province, qui ont été bien identifiés et qui ne sont pas de longue durée. Si on se place dans une durée tout à fait longue, la fréquentation va à nouveau augmenter. Mais en tout cas, il y a bien eu une chute de fréquentation. Et puis, il y a aussi plus de mobilité active, et c'est une bonne chose, mais surtout, il y a eu beaucoup plus d'inflation. Et donc, au final, je crois que le constat est fait par les uns et les autres, que nous avons effectivement besoin de trouver finalement une façon de financer ce manque, effectivement, pour que tous les développements qui sont en cours et effectivement l'inflation puisse être couverte et que nous parvenions à équilibrer les transports. Je ne vais pas être plus long et je vous propose de reprendre la parole. Merci beaucoup pour avoir posé les termes du débat. Je voudrais, si on peut laisser la dernière slide à l'écran. Il me semble que tout à l'heure, on avait un taux de couverture à 33% pour l'Île-de-France. Et là, en gros, on a 27,5%. Comment expliquer, comment vous calculez votre part par les voyageurs en Europe? Est-ce que vous intégrez, par exemple, aux dépenses les sommes que les entreprises payent? Parce que là, il y a une différence. On est 27 contre 33. Alors, j'avoue que là, vous le notez, la diapo, c'est pas moi qui l'ai préparée, c'est Île-de-France Mobilité, mais je me risque à une explication, c'est qu'il y a peut-être là-dedans les investissements, et que de toute façon, si on prend en compte une répercussion, enfin, il n'est pas impossible que ça puisse corriger, mais d'autres sauraient mieux que moi expliquer pourquoi il y a cet écart que je note comme vous. Donc ça n'est pas strictement le taux de couverture qui est... Peut-être un mot, Laurent Probst, peut-être de préciser? Le micro peut être ouvert au premier rang pour Laurent Probst.
Non, on parle des données EMTA de 2020. En 2020, la fréquentation était plus basse partout. Et du coup, l'ordre qui est là est un ordre constant par rapport aux autres villes, qui est valable aussi en 2022. Mais les valeurs sont modifiées par le fait qu'on était en pleine crise pandémique, c'est ça? Parce qu'on a en mémoire des taux de couverture supérieurs, aussi bien d'ailleurs pour Paris et l'Île-de-France que pour Lyon, où on verra dans quelques instants qu'on est presque à 50%. Merci beaucoup, M. Coquille. On reviendra après dans la suite du débat. Alors, il y a une question qui a été au cœur quand même de l'actualité de l'automne dernier, c'est la part des usagers. Quelle doit-elle être? Et ça tombe bien, Marc Pellissier, vous êtes président de l'AUT Île-de-France, l'association d'usagers des transports Île-de-France. On est très impatient d'avoir votre appréciation de la façon dont vous concevez cette participation des usagers à ces augmentations d'offres jusqu'en 2030. Alors, merci beaucoup déjà de nous avoir invités et nous donner la parole. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on souhaiterait pour les années à venir, c'est surtout ne pas revivre ce qui s'est passé fin 2022, c'est-à-dire un arbitrage de dernière minute avec au final une hausse tout de même inédite de tarifs près de 12%, et en plus dans un contexte d'offres dégradées. Donc c'est vraiment très difficile à comprendre, même pour les usagers les plus compréhensifs. Donc je pense qu'il faut partir sur des bases plus, je dirais, plus logiques, c'est-à-dire que les usagers sont, il me semble, prêts à contribuer un peu davantage dès lors que l'offre à la fois s'étend avec les nouvelles lignes, avec les extensions, et s'améliore sur le réseau existant. Mais il faut garder, bien entendu, un tarif qui soit abordable et attractif. Donc nous, à ce stade, on considère qu'une hausse de l'ordre de 2 à 3% par an peut être quelque chose d'acceptable si il y a concrètement les améliorations qui, au fil des années, comme on nous l'a présenté, se déroulent. Et par ailleurs, il faut également maintenir, voire renforcer le dispositif de dédommagement pour les lignes qui fonctionnent mal. Parce que malheureusement, certaines lignes de RER notamment ne vont pas s'améliorer tout de suite, on le craint. Et donc, ce dispositif de dédommagement, voilà, il est important pour, je dirais, un peu amortir ces hausses et puis faire passer aussi le message aux usagers que l'autorité organisatrice est consciente de la situation difficile de ces lignes. On a aujourd'hui un dispositif qui va concerner pour 2022 le RERB essentiellement et un petit bout du RERD. Voilà, il faudra peut-être le renforcer, mais en tout cas, c'est un complément indispensable à une hausse tarifaire. Mais on voit, ça a été très bien présenté tout à l'heure, que même si cet effort que feraient les usagers serait non négligeable, il ne va pas couvrir les besoins qui ont été mentionnés. Donc on est tout à fait conscient et on considère indispensable qu'il y ait d'autres recettes mises à contribution. Alors c'est vrai, la première à laquelle on pense, c'est tout de même le versement mobilité, puisque c'est aujourd'hui la recette principale d'IDFM. Il nous semble que l'idée qui avait été portée de la zone premium qui concernerait donc une partie de Paris et une partie des Hauts-de-Seine, là où il y a beaucoup d'entreprises, quand bien même elles payent des loyers relativement élevés, eh bien, ne serait pas illégitime, notamment aussi dans un esprit d'inciter peut-être au rééquilibrage des emplois, qui est aussi un sujet important en Île-de-France et qui joue sur la saturation des transports. Mais on est aussi conscient que probablement le versement mobilité ne sera pas la réponse unique dans les autres recettes. Donc il faut chercher d'autres pistes.
Alors, bien entendu, je rappelle notre position, la FNOT, de toujours en faveur de la baisse de la TVA. Je note que les sénateurs l'avaient voté il y a peu de temps, donc l'idée progresse. Bon, elle n'a pas été jusqu'au gouvernement, mais on ne désespère pas. Je note aussi que voilà, il y avait des idées dont on parlait à une époque, qui étaient par exemple les cotaxes poids lourds, qui avaient elles aussi à son époque été votées très largement. C'est un sujet qu'on pourrait remettre sur la table. Et puis, bon, il y a le sujet des plus-values foncières autour notamment des pôles de transport. Alors là, on n'est pas expert en fiscalité, mais c'est quand même un sujet à regarder parce qu'on voit bien qu'il y a des sommes importantes qui circulent et le système de transport pourrait en bénéficier. Alors au-delà de ça, on voit aussi que surtout si la tarification continue d'augmenter, même de façon raisonnable, il faudra probablement revoir aussi le modèle tarifaire. C'est-à-dire que le pass toute zone illimitée, il est très bien quand il est à un prix bas. Quand le prix augmente, il répond plus, il faut le garder, mais il ne répond plus forcément à tous les besoins. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être créer des passes locaux. Bon, il y en a qui subsistent, hein, zone 4 et 5 par exemple. Peut-être envisager des abonnements moins chers, mais avec plafond et paiement hors forfait d'un certain déplacement. En tout cas, il y a nécessité de prendre en compte les nouvelles habitudes, y compris le télétravail, l'usage éventuellement de différents modes de transport dans un mois donné, et donc avoir quelque chose de plus souple. Et puis également compléter probablement les tarifs sociaux. Il y a un certain nombre peut-être de trous dans la raquette. Je pense à certaines catégories de chômeurs qui sont pas encore, qui n'ont pas de tarifs spécifiques. Voilà. Et puis je voudrais terminer en disant que nous, en tant qu'association d'usagers, on est aussi sensible au fait que il n'y a pas de tabou sur l'idée de peut-être faire des économies. Alors quand je parle économie, ça peut être de bonnes économies. Je prendrai 2 exemples. On sait que la vitesse commerciale des bus baisse d'année après année. Il y a une estimation récemment qui a été faite qui indique que voilà, si on arrivait à remonter la vitesse commerciale des bus sur le réseau RATP, on pourrait faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros d'économies. Et en plus, on aurait un service plus attractif. Donc ce serait du gagnant-gagnant. Mais ça nécessite de mobiliser aussi les gestionnaires de voirie, les collectivités, sur le fonctionnement du réseau de bus, qui est un petit peu le parent pauvre aujourd'hui de notre réseau de transport en commun. Et puis, pour terminer, dans les économies possibles, voilà, je rappelle effectivement qu'il y a des tronçons de ligne dont l'utilité, pour notre part, n'est pas démontrée. Et donc, effectivement, réinterroger Saclay-Versailles sur la ligne 18, c'est aussi, d'une part, faire une économie d'investissement, d'autre part, faire une économie de fonctionnement plus tard, puisqu'en plus, comme il y aura très peu d'usagers, il y aura très peu de recettes associées. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou pour essayer de faire face à tous ces défis. Merci beaucoup, Marc Pélissier, pour ce tour d'horizon très complet. Je voudrais tout de suite vous poser une question pour préciser vos 2 à 3%. Comment vous les entendez? C'est hors inflation? Est-ce que c'est une participation à l'accroissement de l'offre? Pouvez-vous nous préciser ces 2 à 3%? Comment vous les entendez? On était bien sur une idée de 2-3% indépendamment de l'inflation. Alors, c'est ce qui se faisait globalement avant 2015, hein, et c'est à peu près ce qui était recommandé, je crois, par un rapport de la Cour des comptes. Donc 2-3% hors inflation. Et est-ce que vous recommandez d'une certaine façon un affichage, une prévisibilité de ces augmentations, de dire aux usagers que ce sera sur la longue période cette tendance-là systématique? Je pense qu'effectivement, si on arrive à avoir un plan de financement global avec cette visibilité 2030, disons, ce serait bien de donner cette perspective et surtout donc d'éviter des à-coups comme on a connu là brutalement, parce que je crois que c'est vraiment le pire d'avoir cette hausse, ce type de hausse très brutale.
Sous réserve de l'évolution de l'inflation, bien évidemment, puisque c'est une donnée que l'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. Merci beaucoup. Dominique Restineau, je vous pose une question équivalente. Qu'est-ce que les entreprises sont disposées à faire pour accompagner ces accroissements d'offres? Quelle est votre position sur le sujet, vos propositions? Tout d'abord, j'aimerais remercier la présidente et le préfet Valérie Pécresse et Marc Guillaume pour leur invitation. Qui paye quoi? Mais le tableau que vous avez présenté était très clair. Ce sont en premier lieu les employeurs, les entreprises qui payent le plus. Et on arrive bientôt sur pas loin de 60%, les différentes formes, avec le VM, effectivement, avec le Pass Navigo, où c'est au moins 50% la contribution des employeurs, et parfois, et nous le disons, lorsqu'elles le peuvent, jusqu'à, parce que la loi le permet, jusqu'à 75% quand c'est possible pour les entreprises. Il y en a qui le font d'ailleurs. Au niveau national, la part du VM, c'est 10 milliards d'euros. En Île-de-France, vous l'avez rappelé, c'est en 2023 5 milliards et demi. C'est le budget d'exploitation. C'est une situation unique en Europe. Pourquoi? On a l'un des passes les plus bas d'Europe. Alors, on a montré une comparaison avec quelques petites villes. Faut bien comparer en réalité avec la zone, la première zone d'Europe, puisque c'est l'Île-de-France, la première zone d'Europe. Et puis, c'est quand même le service le plus dense qu'il peut y avoir, l'offre la plus dense. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est là où on paye le moins cher, effectivement, le Pass Navigo. Il y a peut-être certainement un sujet. Le montant n'a cessé d'augmenter depuis 20 ans, en ce qui concerne le versement mobilité. Il atteint quasiment 3%, 2,95, 3%. Alors que dans d'autres régions, et en France, quand ça arrive à 2%, c'est quasiment le maximum. Ce qu'on peut savoir également, c'est que, j'aimerais le redire, c'est que le versement mobilité est imposé sur la masse salariale. Mécaniquement, il augmente sans arrêt. Il n'y a même pas besoin de l'augmenter, il l'augmente sans arrêt. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Pas pendant la crise Covid, Madame la Présidente. Je parle depuis toutes ces années, on ne va pas commencer, Madame la Présidente. Je continue. En 2028, avec cet effet mécanique, le versement mobilité apportera 6 milliards d'euros par an, c'est-à-dire plus de 500 millions d'euros en plus par rapport à aujourd'hui. En deuxième point, lorsque je prends effectivement le Pass Navigo, je le rappelle, 50% et parfois 75% quand elles le peuvent, c'est près d'1 milliard d'euros en Île-de-France avant l'augmentation du tarif. Et enfin, on ne peut pas évoquer, ça a été évoqué tout à l'heure dans la première table ronde, c'est la question des investissements. 86% de la fiscalité affectée à la SGP pour le financement du Grand Paris Express est payée par les entreprises, soit un demi-milliard d'euros. En conclusion, qui paye et quoi? Pour l'exploitation directe du VM, les entreprises. Le remboursement avec le Pass Navigo, au moins pour moitié, les entreprises, les employeurs. Et ensuite, pour l'investissement, également via la fiscalité sur le Grand Paris Express. Alors, M. Pélissier, on m'a dit, et à Île-de-France Mobilité, puisque je siège à Île-de-France Mobilité, est-ce que vous savez combien coûte en réalité le Pass Navigo? 240 €. Donc 240 €, je crois que c'est 84 €. Je regarde Madame la Présidente. Il y a un gap. Les entreprises, les employeurs, les entreprises, sans cesse. Alors j'entends, c'est difficile. Mais c'est difficile pour tout le monde. Je ne vais pas vous faire le scénario du boulanger. Je ne vais pas vous faire le scénario des commerçants, des entreprises, de l'industrie. C'est difficile pour tout le monde. Mais nous sommes dans une région qui est tellement dense, où nous allons passer avec des investissements à un niveau, et j'ai entendu que nous serons en 2030 certainement
le réseau le plus performant au monde. Je m'en réjouis. Je suis convaincu que les usagers aussi. Mais 2 à 3%, je ne suis pas certain que ça marche et que ça fonctionne. Il faut que chacun prenne part. Quand je dis chacun, c'est toutes les parties prenantes. Et nous travaillons, bien sûr, avec les organisations économiques. Je regarde de loin le président du MEDEF, M. Weismann. Et bien sûr, il vous dira également cet après-midi les choses que nous imaginons. Il faut s'ouvrir sur d'autres choses, mais pas, puisque je l'ai dit le 7 décembre 2022 à Île-de-France Mobilité, pas tout le temps sur le dos des entreprises, parce que les entreprises, ce sont les emplois des salariés. Il ne faut pas l'oublier. Rappelez-vous, les chambres de commerce, il y a 30 ans ou 40 ans, elles disaient, comment elles disaient ça? Vos emplettes, ce sont vos emplois. Aujourd'hui, on doit réindustrialiser. Il doit y avoir un partage équitable. Et je sais qu'il faut être raisonnable, mais quand même. Merci, Monsieur Restineau. Merci. N'hésitez pas, vous pouvez. Hein. Les transports, la mobilité sont des facteurs d'attractivité de plus en plus importants pour les territoires et donc pour les entreprises. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à des solutions un peu nouvelles, genre augmentation des taxes sur les bureaux dans des zones particulièrement bien desservies, ou sur une captation de la rente foncière d'une certaine façon qui n'est pas strictement liée aux entreprises? Ça pourrait être plus large. Que pensez-vous de ces nouvelles pistes qui sont évoquées assez souvent? Ce que je pense, c'est que vous avez des questions très orientées quand même. Pourquoi tout le temps des taxes? Pourquoi tout le temps sur les entreprises, les taxes, les taxes, les taxes? Déjà, il y a un petit sujet sur l'immobilier. Déjà, il y a un petit sujet avec le télétravail où ce n'est pas forcément évident. Donc, juste pour répondre à votre interpellation, à partir du moment où on envisage la participation de partenaires, que ce soit les usagers et les entreprises, à la plus-value créée par les transports, c'est normal qu'on la pose à tout le monde. C'est la plus-value qui est créée. Donc je la pose à Marc Pellissier comme à vous. Je voudrais juste vous rappeler, comme je viens de le dire, que c'est presque 60% la contribution des entreprises, des employeurs. Parce qu'on pourra me dire, oui, les employeurs, parce qu'on pourra me dire, il y a le public. Oui, pour 20% en Île-de-France, 80% ce sont les entreprises privées. Ça, c'est dit. En tout cas, globalement. Ce que je pense qu'il faut regarder, c'est les autres possibilités sur la TCCI, taxe sur les carburants. Et ICPE. Voilà. Ensuite, il y a des questions qui ont été posées. Ce n'est pas moi qui les ai posées sur la TVA. C'est un sujet. Quand vous êtes dans la région la plus dense, la plus productive d'Europe, il est normal que toutes les parties prenantes soient prises en compte. Je dis bien toutes les parties prenantes. Je sais que l'État aussi a contribué. Est-ce qu'on ne peut pas repenser? Parce qu'en réalité, on travaille sur une zone qui est un véritable hub européen et on passe très souvent également par l'Île-de-France pour faire du business, pour aller ailleurs également, mais également pour voyager pour les touristes. Il y a tout ce sujet-là sur lequel on peut aller également. Et puis, il y a certainement des idées qui sont collectivement à essayer d'imaginer, mais en dehors forcément du pass mobilité. Sur le pass Navigo, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, équitable. C'est qu'on paye 50-50, globalement, même si certaines font un peu plus. Et je poserai peut-être la question à votre collègue du MEDEF tout à l'heure. Est-ce que les 75%, vous y êtes favorable sur une longue période, ou est-ce que vous pensez que ça doit être limité sur les 2 ans, comme c'est prévu aujourd'hui? Nous l'avons dit avec les acteurs économiques, je le regarde. Nous le disons à toutes celles et ceux, chefs d'entreprise et entreprises, quand elles le peuvent. C'est également un attrait dans cette guerre des talents, ça peut être un attrait quand elles le peuvent. Mais bien évidemment, il n'y a pas que le citoyen que je suis qui peut avoir des difficultés, on peut tous avoir des difficultés. Il y a également les entreprises. Et si les entreprises, elles ont un vrai problème, je peux vous dire que les salariés auront un vrai problème. Merci, Monsieur Restineau, pour votre franchise. Olivier Capitagno, vous êtes président du département du Val-de-Marne. On oublie souvent que les collectivités locales, on l'a vu tout à l'heure dans les graphiques, contribuent
au budget d'exploitation des transports. Comment vous voyez l'évolution de cette contribution de vos collectivités, tout particulièrement des départements? Bien, écoutez, Dominique Restineau disait à l'instant que chacun doit contribuer à l'effort nécessaire pour les transports. Je crois qu'effectivement, les collectivités locales et singulièrement les départements, alors je ne suis pas le porte-parole de mes collègues des départements franciliens, mais on connaît à peu près peu pour vous la même situation les uns et les autres. Nous sommes des contributeurs importants et de manière croissante au budget des transports d'Île-de-France, puisque, alors on pense toujours à la contribution directe au titre du budget d'Île-de-France Mobilité, c'est vrai, nous contribuons, si je prends l'exemple du Val-de-Marne, à hauteur cette année de 43 millions d'euros au budget d'IDFM, avec une progression de 3 millions, puisque très légitimement, compte tenu de ce que nous avons connu en 2022, nous avons tous considéré qu'il n'était pas possible que les usagers soient les seuls participants à prendre en charge la hausse des coûts. Et donc nous avons accepté, tous les départements, de participer avec une hausse de 7,5% de nos participations au budget d'Île-de-France Mobilité. Mais si j'ose dire, cette contribution à Île-de-France Mobilité n'est qu'un aspect de la contribution des départements au transport en Île-de-France. Parce qu'il y a cette contribution, mais au-delà de ça, il faut penser aussi que les départements ont par vocation une politique sociale à mener, y compris en matière de transport, et il y a toute la partie aide au versement mobilité que nous apportons, l'aide à la mobilité, pardonnez-moi, pour l'ensemble des franciliens, notamment que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour le transport adapté, que ce soit pour les seniors. Et pour vous donner une illustration, si je prends le cas de mon département, celui du Val-de-Marne, c'est une enveloppe complémentaire chaque année d'environ 36 millions d'euros qui est versée justement pour aider ces publics. Le remboursement à 50% de la carte imaginaire. Alors tous les départements n'ont pas les mêmes choix, mais nous on a décidé de rembourser à 50% pour les collégiens, pour les lycéens, pour les étudiants. Cette contribution, c'est 10 millions d'euros par an. De même, les forfaits à métis, c'est pour 47 000 personnes, c'est 22 millions d'euros par an. Donc je vous dis, au total, quand on fait l'addition, on arrive à 36 millions. Et à cela s'ajoute, parce que j'entendais Dominique Restineau parler des entreprises au titre du versement mobilité, mais je rappelle qu'il l'a d'ailleurs bien souligné ensuite, que les employeurs publics participent également. Quand on a un département qui représente 7 500 agents, forcément, le versement mobilité n'est pas tout à fait neutre dans notre budget. C'est pratiquement 9 millions d'euros par an. Et évidemment, c'est une contribution, et là je le rejoins, qui évolue inexorablement année après année. Et donc ça, c'est une réalité. Et donc quand on regarde finalement, qu'on fait l'addition de ces trois contributions, la contribution directe au budget d'Île-de-France Mobilité, l'aide pour la mobilité des personnes les plus fragiles, on va dire, et troisièmement, le versement mobilité, en termes de fonctionnement, pour un département tel que le nôtre, c'est 88 millions à 90 millions d'euros d'efforts chaque année. Mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a aussi l'aspect investissement. Il y a l'aspect investissement parce que même si nous n'avons plus la compétence transport, je rappelle que les départements n'ont plus la compétence transport, et malgré tout, vous voyez déjà, on donne 88 millions d'euros par an, il y a aussi tout l'aspect investissement qui vient peser. Au titre du contrat de plan État-région, par exemple, on a la chance d'avoir dans le département du Val-de-Marne beaucoup de projets de transport structurants, de transport lourd, bien sûr la ligne 14, la ligne 15 sud qui s'approche, mais on participe au financement de projets tels que le câble 1, le premier projet de téléphérique francilien, on participe au TZN5. Tout ceci constitue des apports de la collectivité extrêmement sensibles. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année passée, c'était 15 millions d'euros de participation du département à ces investissements. Et j'ajoute aussi, pour terminer le panorama, que les départements ont encore la compétence des routes départementales. Eh bien, il faut bien sûr... tous ces projets de transport, l'arrivée des gares, les projets structurants nécessitent des investissements importants pour les bus, pour permettre le rabattement des bus sur ces gares. Si je donne un simple exemple pour bien illustrer le problème, on a
une gare très importante à l'Institut Gustave Roussy, qui évidemment un projet extrêmement fort et extrêmement important pour tout l'Est francilien et le Sud francilien. Bien réaménager simplement la route départementale pour rendre les bus, permettre aux bus d'accéder à la gare, c'est sur 1 kilomètre, c'est 13 à 14 millions d'euros d'investissement nécessaire. Donc il faut bien aussi noter ça, parce que ça c'est une contribution directe aussi des départements aux conditions de transport des usagers. Donc c'est tout ça pour vous dire que donc, les départements prennent leur part. On a contribué davantage cette année parce qu'il y avait un vrai besoin et qu'on a conscience que dans les années à venir, le besoin va être de plus en plus croissant. Mais la participation directe des départements à ces augmentations a des limites, nécessairement, comme pour tous. Et je ne voudrais pas non plus, parce que j'ai entendu de ci, de là des pistes de réflexion, et c'est bien le sens de notre rencontre aujourd'hui. Il ne faudrait pas, j'ai entendu, sur la valorisation foncière, comment faire participer la valorisation foncière au financement des transports franciliens. Attention, il y a quand même des limites. Je sais que dans la tête de certains, prendre une part des droits de mutation est une idée. Vraiment, j'attire votre attention sur le fait que les départements, c'est une particularité au niveau des collectivités locales, n'ont plus du tout aujourd'hui d'autonomie fiscale. La dernière part, ce sont les droits de mutation. Et si nous n'avons pas ces droits de mutation, ou si on vient nous supprimer une part de ces droits de mutation, la vocation qui est quand même première des départements, c'est-à-dire de servir d'amortisseur social par rapport au public en difficulté, ne pourra plus ou aura des grosses difficultés à être assumée. Donc j'attire ça l'attention parce que je pense que certains ont peut-être cette idée derrière la tête. C'est extrêmement dangereux, me semble-t-il. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, M. Capitagno, d'avoir rappelé la variété des contributions des départements. Justement, sur cette autonomie fiscale, est-ce que globalement, au-delà même des départements, c'est aussi la région, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait, qu'on inverse un peu la tendance et qu'on redonne cette autonomie de façon à éviter tous ces, j'allais dire, ces marchandages, en tout cas ces discussions un peu difficiles en fin d'année? Moi, je partage l'idée qu'il est quand même paradoxal de donner, de confier les transports à une autorité organisatrice qui n'est pas en mesure de maîtriser ses ressources. Enfin, je veux dire, ça me paraît, l'autonomie en matière de ressources, c'est un principe qui est de plus en plus oublié malheureusement en matière de décentralisation. Il faudrait qu'on reprenne conscience qu'à partir du moment où on transfère des compétences, on doit aussi transférer les moyens et l'autonomie à l'autorité qui est en charge de cette compétence. Ça me paraît une évidence, mais je sais qu'on a du mal dans ce pays à l'accepter dans un État jacobin. C'est encore une difficulté qu'il faut surmonter. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, avant, dans quelques instants, de dialoguer avec Bruno Bernard de Lyon, je dois donner la parole au sénateur Tabarot, qui, au Sénat, multiplie les interventions pour essayer de transformer cette économie du transport public. Et dernièrement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la proposition d'une TVA à 5,5%. Vous n'êtes pas francilien d'origine. Comment vous voyez ce débat francilien, Philippe Tabarot, sur qui paye quoi et sur les contributions des uns et des autres? Je pense que le fait que je ne sois pas francilien va peut-être apporter, je l'espère, une valeur ajoutée au débat. Pour autant, je me reconnais bien sûr dans tout ce qui est dit aujourd'hui. Je crois que l'idée, c'est de se dire comment éviter chaque année qu'en fonction des aléas qui ne sont pas de son fait, que ce soit le Covid, l'énergie, Île-de-France Mobilité ne soit obligée, alors j'ai entendu différents termes, mais qui sont durs, mais qui ne sont pas totalement faux, de faire l'aumône, de faire la manche pour pouvoir boucler ces différents exercices budgétaires. Alors la situation existe dans toutes les AO de France. J'ai été vice-président du Gard, parce que vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports, la première qui a ouvert son réseau de TER à la concurrence. Je referme la parenthèse. C'est pour bien me situer. Île-de-France Mobilité, c'est quand même, vous l'avez très bien dit ce matin, un petit peu à part. Je ne connais pas d'autres AO en France qui transportent 12 millions d'habitants tous les jours, qui investissent, je crois, environ 4 milliards par an. Voilà, donc bien sûr qu'il y a une spécificité en Île-de-France et c'est un provincial qui vous le dit. Après, il y a la question
des recettes. Je vais dire un petit mot quand même sur les dépenses, parce qu'un budget, c'est dépenses et recettes. Les dépenses, je sais que vous faites les efforts nécessaires et que toutes les économies, vous avez été les chercher. Je sais que vous souhaitez sacraliser l'offre. C'est important, notamment dans cette période. Et je pense à l'instauration dans notre pays des ZFE, qui est un vrai sujet. Chacun peut avoir son avis sur ce sujet, sur le calendrier et autres, mais tout le monde peut reconnaître que le corollaire de l'instauration des ZFE dans notre pays, c'est le développement du transport en commun. Donc, il est évident que l'offre doit rester à un niveau particulièrement important. Donc, on ne peut pas toucher à l'offre, on ne peut pas faire d'économie sur ce sujet. Alors moi, là aussi, comme ça, vous allez très bien comprendre les choses. Je sais que ça ne réglera pas tous les problèmes, mais pour avoir un petit peu porté un amendement sur ce sujet concernant Île-de-France Mobilité, je sais que, par exemple, Île-de-France Mobilité est obligée chaque année de payer 43 millions d'euros pour une prime à l'illégalité, c'est-à-dire pour être amené à transporter des étrangers qui sont en situation irrégulière sur le réseau aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que la loi l'oblige à faire aujourd'hui et je pense que quelque part, ça peut être une piste d'économie et je vais continuer à apporter des amendements en ce sens. Ça ne réglera pas tout. Ce qui réglera aussi une partie des choses, c'est les recettes, c'est la question des recettes. Et la question des recettes me paraît indispensable. Des recettes, pour être efficaces, il faut qu'elles soient pérennes et stables. Bien sûr, on a longtemps dit que c'était la TICPE, la recette la plus stable et la plus pérenne possible, mais quelque part, ça ne pourra pas durer dans le temps et ça va à l'inverse de tout ce qu'on prône les uns et les autres pour décarboner nos territoires. Ensuite, une recette, pour qu'elle soit juste, et vous l'avez tous très bien dit, il faut qu'elle soit partagée. Et moi, si j'ai porté un certain nombre d'amendements lors du projet de loi de finances avec mon collègue Vincent Capo-Canellas qui était là ce matin, c'est parce qu'il me paraissait juste que l'effort à faire pour Île-de-France Mobilité porte sur plusieurs interlocuteurs que sur un seul. On a souhaité que l'État participe, l'État l'a fait au final à hauteur de 200 millions d'euros, mais ça a été particulièrement long et compliqué. Que les collectivités le fassent, la région l'a montré, la ville de Paris a suivi, les départements ont été particulièrement solidaires, cher Olivier. Les usagers l'ont fait également à travers cette augmentation qui aurait pu être encore plus importante s'il n'y avait pas eu une volonté très forte qu'ils ne soient pas autant pénalisés. Et puis, il a été demandé un effort aux entreprises supplémentaires. Alors, Président, je vous ai entendu, vous avez raison sur beaucoup de points. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand j'ai porté un amendement sur passer de 50 à 75% la prise en charge des abonnements par les entreprises, j'ai souhaité que cette aide supplémentaire soit facultative pour qu'elle ne vous soit pas imposée. Donc c'est un amendement qui est rentré aujourd'hui dans la loi et que vous pouvez appliquer quand vous en avez la possibilité, vous l'avez très justement dit. Mais je n'ai pas eu honte de porter cet amendement sur l'augmentation du VM parce que je pensais que c'était une période un peu particulière. À la fois qu'Île-de-France Mobilité était dans des difficultés financières qui ont été montrées ce matin, et puis que dans les 2 années à venir, les entreprises vont avoir un bol d'oxygène. Alors chacun peut avoir sa position sur ce sujet, mais qu'à travers la baisse de la CVAE et sa suppression, il va y avoir pour les entreprises franciliennes une économie de près de 2,4 milliards. Il nous semblait qu'à ce moment-là, bien précis, il n'était pas indécent de vous demander un effort supplémentaire. Après, pour que des recettes soient comprises, il faut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient fléchées. Le problème de la France, c'est qu'elles ne sont pas fléchées. Vous savez, en gros, la taxation sur les transports dans notre pays, c'est entre 40 et 50 milliards. Qu'est-ce qui revient au final au domaine des transports ? Allez, bon an, mal an, on va dire 10%, le budget de la FIT et d'autres mesures gouvernementales qui sont prises. Mais dans d'autres pays comme la Suisse, par exemple, on sait que les recettes de la taxation dans notre pays, d'ailleurs, qui est le recordman européen, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, nous avons l'obligation d'avoir plus de recettes de transport quand nous taxons dans le transport et c'est ce fléchage qui me paraît indispensable. Et enfin, des recettes nouvelles. Alors là, c'est un débat qu'on a eu ce matin, qu'on va avoir, je pense, toute la journée.
Il y a des gens intéressants qui ont travaillé sur ces sujets, que ce soit le rapport Duron, que ce soit dans le cadre du COI également, il y a quelques pistes, même si nous n'avons pas eu le temps nécessaire de développer ces pistes. Le GART travaille sur ce sujet et va rendre des conclusions dans quelques temps, monsieur le directeur. Donc je pense que des rapports sénatoriaux aussi intéressants sur ce sujet donnent des pistes. Alors, moi, j'ai porté celle de la TVA 5,5. Je l'ai fait voter sur climat et résilience. Je l'ai fait voter sur le projet de loi de finances. À chaque fois, le gouvernement me l'a retoqué, notamment la dernière fois avec le 49.3. C'est assez frustrant. Je l'ai fait parce que on me disait, c'est pas possible au niveau européen, ça va pas tenir, c'est faux, c'est fait en Belgique, c'est fait au Portugal, c'est fait en Allemagne. C'était le cas précédemment également. Et puis, sur le principe, on me dit, ce sera pas répercuté sur les usagers. Si ça peut être le cas, tant mieux. Mais si au moins ça redonne de l'oxygène aux autorités organisatrices pour garder une offre de haut niveau, moi, ça me va très bien. Enfin, voilà, l'idée, c'est que sur la symbolique, c'est important de dire que le transport en commun redevient dans notre pays un produit de première nécessité. Et moi, ça me paraît particulièrement fort au niveau également de la sémantique. Et puis, il y a la question, vous l'avez évoqué plusieurs fois dans la journée, notamment lors de la précédente table ronde, la question de la participation quand l'équipement crée de la richesse. Alors, on a parlé de l'immobilier commercial, l'exemple de la Société du Grand Paris. Nous, sur la ligne nouvelle que je porte en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous allons aller sur l'aspect touristique, parce qu'on considère que cet équipement va créer des richesses dans nos départements. Nous avons des départements particulièrement touristiques et adossés sur les taxes qui sont demandées aux touristes, notamment hôtelières, une part infime de leur séjour, mais qui peut permettre de financer les transports, certes du quotidien et également pour l'attractivité de nos départements et de notre région, nous paraît quelque part une bonne mesure. Je sais aujourd'hui qu'il y a certains sujets aussi qui ont été évoqués, qui le seront tout à l'heure, sur la taxation, sur le commerce en ligne, sur les livraisons, sur les colis. C'est quelque chose qui peut s'entendre, il y a eu des rapports sénatoriaux du sénateur Rémy Pointreau et de Nicole Bonnefoy qui ont été également en ce sens. Je pense qu'avec cette évolution du commerce et des mobilités et du dernier kilomètre, on ne peut pas totalement repousser cette idée. Vous avez parlé de l'écotaxe. L'écotaxe existe aujourd'hui dans notre pays de nouveau. Elle existe en Alsace. Il sera intéressant de voir comment ça fonctionne. Par rapport aux effets de bord, par rapport à l'Allemagne, bien sûr, tout le monde et le pays est très traumatisé de ce qui s'était passé avec nos amis bretons il y a quelques années. Mais en tout cas, regardons un petit peu comment ça se passe en Alsace, voir si ça fonctionne ou non. Enfin, un sujet aussi qui attire la attention, pour ne pas dire la convoitise de tous, c'est la fin des concessions autoroutières. Alors, je ne vais pas la détailler, mais je sais qu'il y a beaucoup de collectivités, l'État, tout le monde est sur le magot, entre guillemets, des sociétés autoroutières pour la fin de ces concessions. En conclusion, parce que je vois que Gilles commence à me faire les gros yeux, il y a des solutions pour les ressources. Il faut investir dans les transports en commun. Ça donne de la visibilité également à nos industries qui n'attendent que ça, qui ont besoin de signaux forts. Et puis, vous me permettrez de parler en 2 secondes de 2 petits sujets qui vont vous paraître peut-être un tout petit peu hors sujet, mais qui le sont tout autant. Parce que je pense que si on ne travaille pas à les régler, on va perdre en attractivité, on va perdre en recettes usagées. Je pense que c'est la question de la sûreté dans les transports. Et il faut véritablement qu'on donne les moyens aux forces qui assurent cette sécurité de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions. On ne prend pas un transport en commun si on se sent en insécurité. Et ça me paraît indispensable de prendre des initiatives parlementaires sur ce sujet. Et je le ferai bien sûr en lien avec Île-de-France Mobilité et la région Île-de-France. Et puis la question, sans que ce soit un tabou, sans que ce soit un grand mot dans notre pays, mais d'un service public minimum qui soit revu, parce que le droit de grève est un droit constitutionnel que nous respectons tous. Par contre, si demain, la qualité du service dans notre pays
est impacté par un détournement quelquefois, je dis bien quelquefois, par certains de ce droit de grève, on va se retrouver également avec des personnes qui, par sécurité, pour pouvoir aller travailler à l'heure, vont retourner à l'autosolisme, ce qui serait un échec collectif pour nous tous. Merci Philippe Tabarot pour ce tour d'horizon très complet. On reviendra peut-être tout à l'heure avec les intervenants sur une des nouvelles pistes qui a été évoquée, les touristes, la contribution des voyageurs occasionnels et des touristes. Mais je voudrais tout d'abord donner la parole à Bruno Bernard. Bruno Bernard, vous nous entendez de Lyon ? Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On aimerait que vous nous disiez un peu quels sont les grands équilibres à Lyon. On a souvent envié Lyon pour la constance de ses investissements sur la durée, pour la participation de ses usagers. On a envie de vous entendre pour savoir quels sont exactement aujourd'hui ces grands équilibres et comment vous envisagez l'avenir. Avec l'inflation, avec un certain nombre d'inconnus. Alors, il est vrai que notre réseau est quand même de très bonne qualité. Nous en sommes fiers et ça fait depuis très longtemps que notamment l'équilibre financier est plus favorable sur le réseau lyonnais que sur d'autres réseaux en France. On a notamment, historiquement, avant le Covid, un taux de R sur D au-dessus de 50%. Donc, il a baissé naturellement. Mais on a cette chance d'abord de partir d'une bonne situation avec les réseaux denses qui fonctionnent bien. Néanmoins, il ne répond plus aux enjeux aujourd'hui de la zone à faible émission, du besoin de lutter contre la pollution et de donner des alternatives aux habitants pour se déplacer pour moins cher avec les transports en commun. Donc, on a besoin de faire des chocs d'investissement forts. C'est pour ça qu'on a doublé les investissements dans le mandat pour les porter à 2,5 milliards d'euros. C'est par exemple 25 km de tramway supplémentaires, ou 2 nouvelles stations de métro, le développement de corridors bus pour avoir des priorités au feu, de la voirie propre, ce qui nous permet naturellement d'améliorer les temps de parcours, mais également de diminuer nos coûts d'exploitation. Donc aujourd'hui, comme tous les autres réseaux, nous avons quand même des difficultés, d'abord ponctuelles, la crise Covid, la crise énergétique, nous créent naturellement des soucis financiers. On a des dépenses d'exploitation qui augmentent de 12,5% entre 2022 et 2023, ce qui est assez énorme, forcément. Donc on est dans un contexte qui reste plus favorable qu'ailleurs, mais avec des investissements très lourds apportés qui vont créer forcément des nouvelles dépenses de fonctionnement, parce que même si le R sur D est plutôt meilleur qu'ailleurs, on crée de nouvelles dépenses de fonctionnement, et donc on a besoin de nouvelles recettes. Donc nous, le choix que nous avons fait, déjà pour porter ces nouveaux investissements, c'est d'augmenter la participation de la métropole, la subvention de la métropole de Lyon au Citral. Elle était de 135 millions en 2020, elle passe à 200 millions en 2026, progressivement, une augmentation de 50%. C'est conséquent, mais on en a besoin. On a fait le choix de mettre le versement mobilité sur le territoire de la métropole qui était à 1,85, donc c'était un des seuls qui n'était pas au maximum, de le mettre à 2 au taux maximum. Et chaque année, depuis très longtemps, nous augmentons les tarifs et nous assumons d'augmenter les tarifs depuis 20 ans. Il n'y a qu'au 1er janvier 2021 où on a fait une exception par rapport naturellement à l'année Covid. Donc nous, on joue au maximum sur tous nos leviers. Mais néanmoins, on sait que ça ne suffira pas pour la suite, où on a besoin de continuer à investir et avec des dépenses de fonctionnement qui ne peuvent qu'augmenter. Et donc, si ça ne suffit pas, quelle hypothèse vous avez, quelle solution vous préconisez ? Alors, pour moi, il y a 3 sujets. Il y a d'abord corriger le problème Covid énergétique. Donc là, moi, je souhaite que l'État transforme les aides à la trésorerie qu'il a faites pour le Covid en subventions. Et pour la crise énergétique, je souhaite simplement qu'on paye le juste prix de l'électricité et qu'on arrête de payer 10 fois notre prix de production. Donc, décorréler le prix de l'électricité du gaz, c'est excessivement important parce que ça nous impacte beaucoup. Et en plus, pour tous les réseaux, ça risque de ralentir la transformation de leur flotte de bus en électrique, parce que quand, en plus, en fonctionnement, vous explosez les coûts, forcément, ça rend encore les choses plus difficiles. Donc, il y a ces mesures ponctuelles. Après, il y a la question de l'investissement sur le réseau. Nous avons eu, depuis le Grenelle, qui avait annoncé 4 milliards d'aides pour les transports en commun de mémoire hors région parisienne, finalement que 2,5 milliards, même si le gouvernement rajoutait une enveloppe supplémentaire quand même. C'est à noter de 400 millions d'euros en 2021. On est très loin des enveloppes nécessaires, donc on a besoin d'aide à l'investissement
Actuellement, on est financé à hauteur de 7-8% par l'État sur les projets structurants. Quand on voit qu'on a mis 8 milliards d'euros en 2022 pour aider au maintien du prix de l'essence, limiter la hausse, on pourrait mettre 8 milliards d'euros sur les 3-4 ans à venir pour les transports en commun. Ça serait sur l'investissement des financements de 20 à 30% dans les projets des territoires, qui serait naturellement une bonne chose. Et le troisième sujet, c'est comment on trouve des nouvelles recettes de fonctionnement. Alors, d'abord, il faut être réaliste. L'État ne peut pas tout et l'État n'en a pas les moyens. Donc, moi, je ne demande pas spécialement des recettes supplémentaires de l'État sur cette partie fonctionnement, excepté la baisse de la TVA, parce que c'est tellement incompréhensible que la TVA sur les transports en commun, sur quelque chose de bénéfique, ne soit pas au taux réduit de 5,5. Donc, la première mesure, pour moi, c'est le déplafonnement du versement mobilité pour que sur les territoires, dans les zones où il y a énormément de transports en commun, on a des métros, des tramways, on puisse discuter avec les entreprises s'il est acceptable de monter le taux à ces endroits. Moi, ce que me demandent les entreprises aujourd'hui, celles qui sont en périurbain, celles où les transports en commun sont moins efficaces, c'est des transports en commun, parce que sinon, elles n'arrivent plus à recruter. Donc, on a un enjeu très fort d'avoir aussi une solidarité des entreprises, pas toutes. Là, il faut avoir des zones plus fines où on pourrait déplafonner. C'est aussi une question d'égalité territoriale, puisque tout le monde est plafonné à 2%, sauf, comme vous le savez, la région Île-de-France à 2,95. Et puis, il faut probablement travailler sur des taxations à la plus-value lors de ventes, que ça soit d'habitation, que ça soit d'immobilier de bureau, mais quand entre le moment de la vente et de l'achat, il y a eu la création d'une ligne forte, ça crée une plus-value. Il n'est pas normal que cette plus-value ne puisse pas nous profiter. Donc, c'est les pistes premières, mais on a vraiment besoin. Et puis, si je dis quand même, il y a aussi la nécessité d'améliorer nos réseaux, parce qu'en améliorant nos réseaux de services, on gagne quand même aussi de l'usager. On peut gagner de la vitesse commerciale quand on fait des choix courageux de réduire la place de la voiture pour mettre des bus en site propre, qui nous aident aussi financièrement à être plus vertueux. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon et toutes ces nouvelles pistes. Je ne sais pas comment les baptiser, ces zones de versement mobilité un peu différentes, comment vous les envisagez concrètement? Ça pourrait créer aussi des sortes de rivalité entre territoires. Comment vous voyez la façon de faire passer cette variation du versement mobilité selon les territoires? Vous l'imposez, vous discutez, comment vous faites? Non, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on déplafonne au niveau national et que nous, on prenne le temps de discuter avec les acteurs du territoire, notamment les acteurs économiques. On peut estimer que si on a moins de 10 minutes à pied d'un métro, on a des quartiers, par exemple à la Pardieu ou à Gerland, qui sont très bien desservis et où les entreprises donc, payent 2%, et alors que les entreprises sont beaucoup moins bien desservies, payent 2% ailleurs. Donc, je pense quand même qu'il y a une réflexion à avoir avec les entreprises. Il ne s'agit pas non simplement d'aller trouver une ressource supplémentaire. Il faut aussi qu'elle ait du sens. Il faut aussi d'ailleurs qu'on travaille sur la gouvernance pour mieux associer les entreprises qui finalement financent beaucoup. Nous, c'est 50% de leurs recettes, le versement mobilité, et qui n'ont pas beaucoup voix au chapitre quand même dans les décisions d'investissement. Donc je pense que là aussi, les comités des partenaires qui ont été mis en place, mais qui ne sont pas encore tout à fait correctement adaptés, il y a encore du travail pour mieux associer ces acteurs. Merci beaucoup. Bruno Bernard, le débat est vif parfois ici sur qui doit contribuer. On a vu tout à l'heure les échanges. En fait, votre recette, si on veut la résumer, c'est demander un effort à tout le monde. Usagers, entreprises, collectivités, c'est ça, c'est de répartir l'effort sur tout le monde? C'est ça la leçon de votre politique et de votre stratégie? Oui, et c'est du gagnant pour tout le monde parce que les entreprises profiteront courant. Voilà. Il y a une rupture de collectivité, puisqu'on aura... On a eu une légère rupture, mais on a compris votre conclusion. Merci beaucoup, Bruno Bernard, de s'être adressé. Je crois qu'on peut le remercier de s'être adressé à tous les professionnels de la mobilité réunis ici aujourd'hui à Paris. Thierry Coquille, vous avez entendu les débats depuis tout à l'heure et les préconisations de Bruno Bernard, qui Lyon est une sorte de modèle. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de demander un peu à tout le monde? D'abord, moi, il me semble que ce qui a été constitué par la loi d'orientation des transports intérieurs en 1982, qui a créé le versement mobilité et qui a posé finalement le trépied sur lequel on est aujourd'hui, fonctionne. Et que, à mon avis, il faut toujours se méfier quand on veut aller créer de nouvelles taxations. Enfin, c'est d'abord très lourd à monter, c'est très coûteux en fait à mettre en œuvre. Et quand on voit le rapport entre ce qu'on a récupéré et ce qu'on a et ce qu'on
génère en frais de fonctionnement, c'est pas toujours tout à fait aussi intéressant. Donc, en tout cas, moi, je pense que le mix de base est quand même, de toute façon, vu les volumes dont on parle, ce qui sera le socle de l'avenir, on le connaît. Après, moi, ce qui me frappe dans ces discussions, c'est qu'il faut qu'on rapporte ça finalement au budget des transports d'une grande agglomération comme l'Île-de-France. Finalement, le budget transport des habitants, des entreprises, enfin de tout à chacun, des collectivités, n'est pas très important. Et que si on se comparait à une autre forme d'agglomération, je ne sais pas, prenons une grande agglomération, une grande métropole internationale, Los Angeles. Allez regarder combien coûtent les transports à Los Angeles et vous verrez. Et que c'est monstrueux, tout simplement parce que chacun majoritairement prend sa voiture et le coût est très très élevé. Et le coût des infrastructures, le coût des espaces mobilisés pour les transports est tout à fait considérable, les places de parking, etc. etc. Donc nous, on a une forme d'agglomération qui est quand même très différente, et c'est heureux, et on cherche pour les objectifs de transition écologique à continuer ce report modal, et c'est nécessaire, et il faut qu'on ait une offre, et donc oui, il faut qu'on se développe, il faut qu'il y ait du service, il faut qu'il y ait de la régénération, il faut qu'il y ait une modernisation, donc tout ça c'est nécessaire. Mais retenons que le coût des transports collectifs et des transports globalement en Île-de-France, parce qu'on a un bon modèle de transport, n'est pas trop élevé. Finalement, si on regarde dans le budget et si on se compare par rapport à la province, ce qui coûte cher en Île-de-France, c'est d'abord le logement et pas les transports, et que donc il faut qu'on reste quand même sur cette base-là, et que donc l'Île-de-France peut payer. Enfin moi, ma conviction, c'est que l'Île-de-France peut payer ces transports. Après, il faut qu'on crée ces conditions. Qui doit payer? Bon, il y a eu beaucoup de solutions, mais je crois qu'il faut veiller en tout cas à ce qu'on reste sur une logique de financement par l'Île-de-France, parce que c'est possible vu ce que ça représente. Voilà. Notamment eu égard aux conséquences positives sur le climat, etc. C'est assez évident. Juste avant de prendre vos questions dans un moment, Dominique Restineau, vous vouliez un commentaire? Oui, juste un commentaire. Je voulais juste te dire que j'étais d'accord avec M. Bernard. En Île-de-France, la part des entreprises dans la petite couronne, c'est déjà quasiment à 3%. C'est par rapport à la moyenne de la zone autour et même de la province, c'est 50% de plus. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est déjà fait. Pour le sénateur Tabarot, mécaniquement, parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que les entreprises devaient aussi payer, mais on paye. C'est en moyenne 200 millions, et j'enlève pour 2020 la partie Covid. C'est en moyenne 200 millions mécaniquement de plus. Donc on paye 200 millions. 200 millions, je crois que c'est une somme que quelqu'un a apportée en fin de discussion, si mes souvenirs sont bons, pour une fois. Nous, c'est tous les ans. C'est tous les ans et ça va continuer à monter. On paye. Les entreprises, les employeurs payent. Marc Pellissier, tout à l'heure, l'hypothèse de solliciter davantage les voyageurs occasionnels et les touristes, vous ne les représentez pas strictement, hein. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette hypothèse? On sait effectivement que c'est une piste qu'on entend régulièrement, mais la difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les touristes sont censés prendre le titre Paris Visite, qui est effectivement un niveau de tarif assez élevé par rapport au reste. L'ennui, c'est qu'on a vu qu'ils avaient compris que c'était un peu excessif et ils se sont retournés vers le Navigo hebdomadaire. Et du coup, on a eu droit à une hausse de 30% du Navigo hebdomadaire à la dernière décision. Donc, j'ai envie de dire, c'est une piste intéressante, mais voilà. Méfier des effets. Attention aux effets de bord, parce que le Navigo hebdomadaire, c'est aussi des intérimaires qui l'utilisent, des retraités. Enfin, donc, ça peut avoir des effets pervers. Merci. On est sur la taxe de séjour aussi, hein, sur ce sujet. Il y a les abonnements que font les régions où on sait qu'il y a des tarifs différents entre les abonnés réguliers et les occasionnels, une différence de tarification, mais également la piste de financement sur les sociétés de projet telles le modèle francilien, c'est de pouvoir adosser à la taxe la taxe de séjour, une partie spécifique additionnelle pour les transports et ça peut faire des recettes conséquentes dans des régions qui sont particulièrement attractives et touristiques. Notamment l'Île-de-France.
Je vais prendre quelques questions, toujours même règle du jeu, vous levez la main et je vous donne la parole. Monsieur, ici, votre micro va être débloqué si vous appuyez dessus. Voilà. Oui, merci de me donner la parole. Jean Ferret de l'ADUMEC, c'est une association d'usagers toute petite qui concerne une branche de la ligne D entre Corbeil et Malesherbes. Alors, d'abord, merci d'avoir invité les associations d'usagers. Nous apprécions énormément. Et puis, je tenais à faire un commentaire. Ce ne sera pas une question, donc. Je viens de la couronne extérieure de l'Île-de-France, là où il n'y a pas de métro du Grand Paris, pas de société du Grand Paris, rien, à part les déblais et la taxe. Donc, dans tout ce que j'ai vu depuis ce matin, je n'ai vu que des plans des nouveaux métros, des nouvelles lignes. Le réseau historique va continuer à exister. Donc, c'est pour parler du quoi, qui paye quoi. Nous allons, nous les usagers, toujours payer l'utilisation du réseau historique. Et j'espère que ces besoins de financement pour cette extension du réseau ne va pas gréver le financement de l'exploitation du réseau historique. Parce qu'on parle de milliards et de milliards d'euros. S'il en manque, il faudra trouver des ressources. Et pour une part importante de la région, et surtout à l'extérieur du périmètre du Grand Paris, nous ne pourrons compter que sur le réseau historique et qui aura toujours besoin d'être financé, voire d'être rénové. Et là, je ne propose pas de solution, mais j'aimerais être sûr que des dispositions seront prises pour protéger l'existant d'aujourd'hui d'une dilution des financements. Ou de priorités trop fortes accordées au nouveau réseau. Oui. Je crois que la présidente voulait faire un commentaire, Valérie Pécresse. Oui, Président, je pense que cette question s'adresse un peu plus à ILD-FM, qui n'est pas présent sur la table ronde. En fait, nous, on a pris comme engagement, c'est la base, pas de baisse de l'offre et pas de baisse des investissements. Donc, tous les investissements sur les lignes nouvelles, que ce soit régénération des RER ou arrivée des nouveaux matériels roulants, en l'occurrence sur la ligne D qui vous concerne, il y a un nouveau RER qui arrive là et qui est payé par Île-de-France Mobilité. Donc, ça n'est pas sacrifié. Et si vous avez vu le premier slide de la première table ronde, il y avait la hausse des besoins des lignes existantes et la hausse des besoins des lignes nouvelles. Mais on les a bien séparés pour bien montrer qu'on ne sacrifiait pas l'un pour l'autre. Donc vraiment, c'est un engagement fort que je prends. Et puisque j'ai la parole, j'en profite, parce que Dominique Cristino, il est hyper bon vendeur des entreprises, et il sait les montrer sous leur jour le plus favorable. Alors moi, je voudrais quand même donner la parole à la défense. Les entreprises vont augmenter cette année de 200 millions, effectivement, mécaniquement, le versement mobilité à Île-de-France Mobilité, parce qu'ils vont recruter, parce que c'est la reprise post-Covid. Mais quand il y a eu le Covid, les recettes du versement mobilité ont évidemment plongé. Donc là, elles reprennent. On est ravis, mais 200 millions pour les entreprises cette année. Mais les voyageurs, avec la hausse à 84 €, eux, et puis le fait qu'ils reviennent dans les transports, ils vont payer 550 millions de plus cette année. Donc 200 millions de plus pour les entreprises, 550 pour les voyageurs. Donc cette année, on ne peut pas dire que les entreprises ont été les premiers contributeurs. Les premiers contributeurs, ce sera les voyageurs. Et sur l'investissement, parce que en fait, l'investissement, j'ai hésité à donner les chiffres dans mon propos introductif pour ne pas mélanger, que tout le monde se dise, oh là là, il y a des milliards partout. Mais l'investissement en Île-de-France, c'est 36 milliards pour le Grand Paris Express. 36 milliards, et effectivement, Dominique Cristino a raison de dire 80% sur les taxes, sur l'activité économique. L'activité économique, comme l'a très bien dit Olivier Capitagno, c'est public-privé. 80% public, 20% privé. Donc déjà, c'est que 80% de 80%, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est 64%. Mais 64% des 36 milliards, c'est la taxe économique. Et puis, il y a, en plus des 36 milliards, il y a 25 milliards que paye Île-de-France Mobilité, 50% financés par les employeurs, 80% privés. Donc ça, c'est 25 milliards d'Île-de-France Mobilité, c'est pour le matériel roulant et les tramways, et tout ce que Île-de-France Mobilité fait comme investissement. Mais 25 milliards quand même d'investissement portés directement par Île-de-France Mobilité. Et puis, il y a 12 milliards d'euros sur la période 2024-2030 qui sont portés par le contrat de plan État-région. Et là, contrat de plan État-région, c'est État, région
département, ville de Paris. Donc vous voyez, je veux bien qu'on fasse un petit globalisation, mais il y a 73 milliards d'euros d'investissement entre 2024 et 2030 sur toute l'île de France, 73 milliards d'euros d'investissement. Et à mon avis, j'ai fait un petit truc de coin de table, les entreprises privées représentent à peu près 40 milliards. C'est beaucoup sur 73, mais c'est plutôt entre 58 et 60% et pas 80. Voilà. Moi, je ne suis pas très bon en réalité. L'excellence, elle est en face de moi. moi. Mais c'est déjà beaucoup. J'ai pas. Elle est en face de moi, chère Valérie. Mais, non, mais je voudrais qu'on ait une. Clair, à la question qui est posée, c'est presque 60% les entreprises qui payent. Je veux dire, ça, vous pourrez me chanter tout ce que vous voulez, c'est les entreprises qui payent, les employeurs. 20% de public, je l'ai dit également. Maintenant, concernant les 200 millions, c'est 200 millions hors, en 2020, hors effet Covid. C'est 200 millions hors effet Covid, et c'est 200 millions tous les ans, et ça va continuer à s'accentuer. C'est ça qui est vrai. Et moi, je suis d'accord, on contribue. Là où je ne suis pas d'accord, et je regarde Daniel Weissmann, là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand on dit sans arrêt, que ce soit à Île-de-France Mobilité, que ce soit ici, on a l'impression que les entreprises, que les employeurs ne prennent pas leur part. Mais on prend plus que notre part. Donc ça n'est pas juste. Je veux de l'équité. Moi aussi, je peux prendre les transports en commun, mais de l'équité. On vous avait promis un débat, il a lieu. Thierry Coquille, vous vouliez un commentaire avant de prendre une ou deux questions. Une remarque, effectivement, sur ce qui vient d'être dit. Enfin, les entreprises, certes, payent, mais encore une fois, elles payeraient encore plus si on n'avait pas une offre suffisante. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête, parce que vous payez d'une certaine façon, mais sinon, vous payeriez en salaire. Parce que les gens, si vous leur disiez qu'ils devaient avoir une voiture, 2 voitures, ils payeraient. Et vous les payeriez. Vous voulez tuer les boîtes. Hein. Non, mais vous êtes déjà en train de les payer plus cher en Île-de-France qu'ailleurs, tout le monde le sait. Et donc, il y a un coût de centralité. Dans toutes les capitales, on paye plus cher. C'est comme ça, sur toute la planète. Et donc, de fait, ce coût de centralité, en Île-de-France, il s'avère que c'est un coût de centralité que vous payez à travers, effectivement, un versement transport. Mais cette chose n'est pas... vous l'auriez payé quand même, en fait. D'une manière... Cet après-midi, vous aurez Daniel Weissmann qui va vous donner un exemple super. Eh bien... Je vous invite à rester cet après-midi. Il va vous donner un exemple super. Merci de faire le teasing de cet après-midi et de cette journée. Guy Lebras, là-bas, une question, le micro est ouvert. Très rapide la question, Guy. Oui, donc Guy Lebras, directeur général du GART. Je ne reviens pas sur le versement mobilité, tout a été dit, mais il y a une ressource dont on n'a pas du tout parlé ce matin et pour laquelle j'aimerais poser une question à Thierry Coquille pour savoir s'il peut nous aider, notamment avec le ministère de la Justice. Il s'agit de la lutte contre la fraude. À peu près 700 millions d'euros par an sont perdus dans la fraude aux tarifs de transport public et donc de ce point de vue-là, on a une ressource qui est potentiellement très importante. Malheureusement, aujourd'hui, quand les collectivités portent plainte, les tribunaux ne suivent pas du tout et classent carrément tous les dossiers dès leur arrivée parce qu'ils ont trop de travail. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas encore la plateforme d'échange entre les opérateurs parce qu'il manque encore quelques textes réglementaires. Donc, de ce point de vue-là, j'aimerais savoir ce que le gouvernement peut faire pour nous et au travers de Thierry Coquille, si on peut avoir un peu d'aide pour faire avancer cette cause parce que 700 millions d'euros, c'est quand même une somme très importante. Et dans d'autres pays, comme par exemple à Berlin, en Allemagne, il n'y a même pas besoin de faire de contrôle à l'entrée, il n'y a quasiment pas de fraude. Donc on devrait pouvoir progresser sur ce plan-là, je pense. Autre pays, autre mœurs. Thierry Coquille, vous n'êtes pas ministre de la Justice, mais de fait, la loi Savary-Leroux, il manque encore des décrets d'application pour connaître l'identité des fraudeurs. Effectivement, l'UTP m'a alerté sur ce point. Alors, ma première réaction, ça a été de dire oui, bien sûr. Ma deuxième, ça a été de comprendre que ça fait 10 ans que ce n'est pas réglé. Et donc, si on ne l'a pas réglé depuis 10 ans, c'est que ça ne va pas être aussi simple que ce qu'on dit. Mais en tout cas, oui, on va faire nos meilleurs efforts pour le régler parce que ce problème est important financièrement et pas que financièrement parce que des fraudeurs, effectivement, génèrent tout un ensemble d'autres dérèglements dans le métro et dans tous les transports collectifs. Enfin, non, je ne sais pas pourquoi je dis métro, mais en tout cas dans les transports collectifs en général. Donc c'est un engagement, quasi un engagement que vous prenez, vous allez vous atteler à la tâche. C'est un engagement pour faire des efforts. Voilà. Après, Gilles, si tu le permets, j'écoute cet engagement avec beaucoup d'attention parce qu'on est en discussion parlementaire régulièrement sur ces sujets et régulièrement on a des difficultés avec des avis défavorables du gouvernement sur ces questions. Moi j'ai envie qu'on fasse prendre les décrets de la loi Savary, ce qui est la moindre des choses 10 ans après, et puis surtout avancer sur ces sujets. Je parlais tout à l'heure de la question de la sûreté, de la question
des agents et des pouvoirs des agents de la SUGE, du GPSR, de la sécurité privée. Et si on vous raconte le quart des anecdotes que vivent ces gens-là pour exercer simplement leur métier et pour pouvoir nous permettre de prendre les transports dans des bonnes conditions, et également les recettes potentielles qu'on pourrait avoir par rapport à ça, à des délits également qui existent, qui sont récurrents aux problèmes de contrôle d'identité. Il y a de vrais sujets, il faut vraiment qu'on avance sur un travail parlementaire. On aura besoin du soutien de tous et même de vous, monsieur le DGITM. Question d'un internaute qui nous regarde. Pourquoi ne pas faire un pass Navigo avec un tarif dépendant du revenu? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question sous les applaudissements d'une partie de la salle? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Ah, alors c'est sur ce sujet-là que vous voulez intervenir? Non. Alors, pas de commentaires? Je crois que c'est voilà, Thierry Coquille, merci. C'est un vrai choix d'autorité organisatrice. Certains pays l'ont fait. C'est d'ailleurs déjà plus ou moins le cas dans notre tarification aujourd'hui. Il y a des tarifs sociaux. Et donc, de toute façon, c'est un débat permanent que de trouver le bon équilibre sur les tarifs sociaux. Et ça, bon, c'est un sujet qui pourrait alimenter une table ronde complète. Valérie Pécresse. Oui, d'ailleurs, c'est le thème de la 3e table ronde que nous avons tout à l'heure, qui est sur l'écologie et le social et la tarification. Donc, on en parlera cet après-midi. Mais pour dire quand même les choses, le DGITM, monsieur Coquille l'a dit, il y a quand même un quart des franciliens qui ont une tarification sociale. Un quart. Un francilien sur 4 ne paye pas 100% des tarifs. Il y a les tarifs familles nombreuses, il y a les tarifs pour les bénéficiaires du RSA, pour les jeunes en insertion, pour les bénéficiaires de l'ASS. Donc en réalité, pardon ? Il y a un demi-tarif pour les seniors. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que si on rajoute à ça une tarification au revenu, ça va à nouveau complexifier. Ça veut dire qu'il faut tout détricoter et remettre une tarification au revenu. Et j'ajoute qu'il y a un sujet en France quand même, c'est que les gens n'aiment pas trop donner leur déclaration de revenus à quiconque. Et ils ne sont pas très à l'aise pour le faire. Alors, cela dit, vous me direz, ils le font pour les cantines des écoles. Donc, on pourrait imaginer tout à fait de le faire. Mais c'est un dispositif très complexe et qui nous amènerait, par exemple, à revoir, qu'est-ce qu'on fait pour les familles nombreuses? Parce qu'elles ont demi-tarif. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué de tout remettre à plat. C'est une possibilité, mais disons que ça existe en tout cas déjà pour un quart des franciliens qui payent des tarifs sociaux. Le système actuel a le mérite d'être simple, oui, effectivement. Monsieur qui avait avant levé la main, et après une dernière question. Monsieur, voilà, vous pouvez. Merci. Bonjour, Philippe Bourriqui, je suis conseiller régional non inscrit et ancien machiniste receveur. Je voudrais m'adresser au président de l'Association des usagers de transport. Tout à l'heure, vous avez parlé d'augmenter la vitesse commerciale pour les bus. Je voudrais juste me faire l'avocat du diable et parler de mes anciens collègues et amis encore qui sont machinistes receveurs, qui vivent une situation très compliquée, une situation de travail très dégradée, d'une dangerosité énorme. Je vous passe les invectives, les agressions, les insultes, les crachats qu'ils ont au quotidien des usagers, de la difficulté de circuler et de devoir avoir soit un bus de 19 tonnes entre les pattes ou de 24 tonnes lorsque c'est désarticulé. C'est pas une boîte de conserve, ça s'arrête pas en moins d'un mètre. Et vous avez des usagers, des gens qui sont en trottinette, en vélo ou piétons ou véhicules qui forcent un petit peu le passage et qui obligent de faire des fois malheureusement des freinages brusques, ce qui fait en sorte que l'usager malheureusement qui n'est pas attentif se retrouve au sol ou un petit peu chahuté. Hormis mettre des sites propres et avec la priorité des feux comme on le voit pour les tramways, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc augmenter la cadence et pour pouvoir gagner des kilomètres et des tours en plus, c'est mettre en danger les usagers et mettre en danger les machinistes receveurs. Merci pour eux. Merci pour votre remarque sur un sujet qui n'est pas strictement au programme aujourd'hui. Juste un mot, peut-être, Marc Pellissier, et après vous aurez peut-être l'occasion de discuter avec monsieur. Juste, on ne veut pas mettre en danger les usagers ni les conducteurs. Au contraire, c'est une mesure qui peut participer à améliorer leurs conditions de travail, les priorités au feu, les sites propres, aussi la police de circulation au carrefour. Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment pas dans l'idée de rajouter de la pression. Au contraire, ça améliorerait leurs conditions. Merci. Je sais qu'il y avait volonté de poser d'autres questions, mais je suis rappelé à l'ordre parce qu'on a dépassé l'horaire, monsieur. Désolé, mais peut-être tout à l'heure, si vous restez avec nous, je vous promets que je vous donnerai la parole. Mais il faut interrompre. Merci. Je crois qu'on peut remercier 5 intervenants et Bruno Bernard à Lyon.